Bonjour ou rebonjour, merci d'être là, bienvenue. Donc la conférence du jour, ça sera encore une fois sur des jouets, les jouets de la guerre des étoiles, comme on l'appelait à l'époque, puisque moi je suis rentré dans l'univers de la guerre des étoiles dans Star Wars, c'était en octobre 77. Donc je me présente, je suis Jean-François Roland, auteur du livre Les jouets Kenner, créateur de la chaîne Chronique Vintage sur YouTube. Et on va donc revenir sur cette épopée de l'enfance jusqu'à la création du livre. Et j'ai aussi la chance de rencontrer quelques managers et designers de l'entreprise Kenner, puisque c'était à l'époque Kenner qui distribuait les jouets qui avaient été sous licence avec la Fox et Lucasfilm. Alors donc pour moi, la guerre des étoiles, c'était ça. Mes parents, c'est les premiers fans de la famille. C'est eux qui m'ont emmené au cinéma, avenue de la Grande Armée à Paris. Donc l'affiche que vous voyez là, c'est l'affiche qui était dans le métro parisien, la RATP, qui faisait 2,40 m par 1,60 m. Et c'est comme ça qu'on a curieusement été voir ce petit film, puisque étant donné que mes parents étaient les premiers fans de la famille, ils avaient vu le film, et ensuite ils m'ont emmené au cinéma voir ça en disant « Ah, c'est peut-être le genre de film qui va plaire aux gamins ». Et ils ne se sont pas trompés, voilà, puisque je suis tombé là-dedans, et un peu comme Obélix, je ne suis jamais ressorti de la marmite. Et pour enfoncer le clou, ma mère achète mes deux premiers personnages, R2-D2, donc D2-R2, comme on l'appelait à cette époque-là, et un soldat impérial. Donc là, on est au printemps 79, et là, je rentre dans un nouvel univers, parce que je comprends qu'il y a des jouets en rapport au film, quelque chose que pour moi, c'était totalement inconnu. Et si on remet les choses dans le contexte de l'époque, il n'y a pas de vidéoclub, il n'y a pas de diffusion à la télévision, puisqu'il n'y a que 3 chaînes de télé qui commencent à midi et finissent vers minuit en général. Et donc c'est le seul moyen pour les enfants de l'époque, de la fin des années 70, quasiment de recréer son univers préféré, c'est d'avoir des jouets. Donc la découverte de ces personnages, c'est fondamental. Et ensuite, il n'est plus vraiment utile de me demander ce que je veux à Noël ou à mes anniversaires, c'est du Star Wars, du Star Wars. Là, ce sont quelques photos de famille. On me voit avec ma sœur. Et donc, j'ai eu aussi la chance d'avoir un père qui voyageait beaucoup pour son travail. Et donc, il me ramenait des jouets qui étaient inédits sur le marché français. Parce que le Mécano, qui était la filiale française qui importait les jouets pour Kenner en France, piochait un petit peu dans le catalogue et c'était relativement sporadique. Il y a énormément de choses, surtout au début des années 80, qui manquaient. On les voyait dans les catalogues professionnels ou on voyait sur les emballages, mais pas dans les rayons. C'est qu'ils se sont réveillés sur la fin, vers 84, 85, 86, où il n'y avait plus les films, finalement, au cinéma. Donc, cette époque-là, j'étais bien content d'avoir un père voyageur qui me ramenait toutes ces merveilles. Alors, on commence par la première image en bas à gauche, c'est le marché des Jawas, The Land of the Jawas, qui venait d'Angleterre, puisque eux l'avaient. Et nous ne l'avions pas, mais on le voyait sur les emballages. Ensuite, le chasseur X et le chasseur taille, ça, c'est des choses qu'on avait, heureusement, normalement, dans les magasins français. Et la dernière photo, c'est un Yoda en marionnette. Donc on pouvait glisser sa main dedans et on pouvait manipuler et jouer au maître Jedi. Et donc jusqu'aux portes de l'adolescence, ça sera des jouets de Star Wars avec principalement. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, en 1989, je ne sais pas pourquoi, je ressors tous mes jouets. Dans l'idée de compléter cette collection qui n'était pas complète. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris à ce moment-là. En tout cas, je redécore ma chambre de jeune adulte avec tous les jouets de mon enfance. J'en mets un peu partout. Et l'été 89, j'ai un ami de mon père qui vient à la maison avec un caméscope. Et il trouve ça intéressant. Et il me dit, est-ce que je pourrais filmer un peu tous tes jouets? Je lui fais, pourquoi pas. Et donc, cette petite vidéo, je vais vous en passer un extrait. C'est une vidéo miraculeuse puisqu'elle était sur une cassette VHS depuis 34 ans. Alors, la qualité, ce n'est pas de la HD. Mais ça va vous montrer à peu près dans quel environnement je baignais à l'époque. Alors, s'il va bien me la sortir. Alors voilà, quand je ressors tout, j'ai vraiment tout ressorti. Les figurines, les posters, les vaisseaux, les uns à côté des autres. Alors j'avais déjà un ciel avec des nuages, donc ce que je faisais avec des fils de pêche, je raccrochais mes vaisseaux au plafond. Les affiches derrière permettaient de décorer et aussi je refaisais des petits décors du film avec les personnages et les dioramas que j'avais. Voilà le Yoda marionnette. Il y avait aussi les formats 30 cm à l'époque pour les personnages. Encore un vaisseau accroché au plafond. Et j'avais aussi commencé, avec mes figurines, à faire des espèces de présentoirs escaliers où je remettais les noms et les lieux où avaient été achetés les personnages à l'époque.
Et on voit quelques trous parce que justement, il manquait des personnages. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais me mettre à rechercher des jouets. Alors je vais dans les magasins de mon enfance, mais à ce moment-là, il n'y a plus rien. Hein, on est en 1989-90. Là, l'univers de George Lucas, il n'y a plus rien du tout. C'est le désert total. Donc c'est un peu un combat qui s'attend à moi. Et là, j'écris énormément. Je commence par écrire aux États-Unis chez Kenner, où je reçois. Alors à l'époque, ce n'était pas un email, hein, il fallait écrire à la main, sortir sa plume, sa feuille, et il fallait attendre 2-3 semaines pour avoir un retour si on en avait un. Et Kenner m'a répondu qu'ils avaient, en 90, ils n'avaient absolument plus rien en stock. Donc ils me demandent d'écrire en Angleterre, chez Tonka, puisqu'à l'époque, Tonka, c'est la maison qui récupère l'ensemble des produits Kenner pour l'Europe, puisque Palitoy, qui était le distributeur anglais à l'époque, lui avait totalement disparu. Et ils me disent exactement la même chose. Bah, nous, on n'a plus rien. Écrivez aux États-Unis, peut-être qu'ils auront aussi des choses. Donc là, de fil en aiguille, ce ne sont que des réponses négatives. Je retrouve l'adresse dans un vieux magazine Starfix du fan club américain qui s'appelait Banter Track à San Rafael. Et là, pareil, j'ai même pas de réponse, hein, puisque le truc n'existe plus. Alors le salut va venir d'une boîte de maquettes, un truc tout bête, une édition commémorative du Star Destroyer, tout simplement parce que dedans, il y a un bulletin d'inscription au Lucasfilm Fan Club dans le Colorado. Et une fois que je m'inscris grâce au bulletin, je reçois des magazines. Et là, il y a plein de petites annonces de gens qui vendent des jouets. Et là, d'un seul coup, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à moi en découvrant la possibilité aux États-Unis d'acheter ce qui manquait à ma collection. Et le premier, donc au printemps 90, son magazine, c'est une sorte de fanzine catalogue, porte très bien son nom, SOS Star Wars. Et là, il a tout un tas d'objets dérivés, que ce soit aussi bien des jouets, mais des mugs et tout ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les figurines et les vaisseaux. Et là, je retrouve quasiment tout ce qui me manque grâce à lui. Et en même temps, cet homme-là, Steve Denny, avait fait les poubelles de Kenner à Cincinnati, parce qu'il habitait pas très loin. Et il avait récupéré des emballages, tests, qu'on appelle des proof cards aux États-Unis. Donc ce sont des cartons qui sont plus fins que les emballages de figurines de base, mais qui permettaient à Kenner de juger si c'était bon pour la production. Et toutes ces choses-là étaient vouées à la destruction, et lui, il récupère ça dans une poubelle. Et il les revend. Et je n'ai pas connaissance de ces trucs-là jusqu'à ce que je lui demande s'il n'y a pas par hasard des emballages de figurines, simplement pour compléter les jouets que j'avais gamin. Et il m'en envoie une avec marqué « La revanche du Jedi ». Comme je ne savais pas que ça existait, moi, à l'époque. Et là, je comprends que ce sont des emballages tests qui devaient juste être pour contrôler avant lancer en fabrication. Et pour l'Empire contre-attaque et pour le retour du Jedi, j'ai comme ça réussi à récupérer quelques emballages à l'époque pour une poignée de dollars. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et de fil en aiguille, je continue comme ça à rencontrer d'autres personnes, dont des anciens employés de Kenner, dont un responsable du marketing qui avait pratiquement travaillé une dizaine d'années chez Kenner, et qui lui aussi a une histoire tout à fait fabuleuse, puisque quand il quitte Kenner en 90, ça correspond aussi à la date anniversaire où les stocks d'archives de Kenner doivent être détruits. C'est-à-dire que pour la plupart des entreprises aux États-Unis, au bout de 10 ans, ils doivent détruire leur stock pour manque de place. Et là, lui, il s'en va, ils savent qu'il aime le Star Wars, et ils disent, écoute, tu as 48 heures pour nous vider le stock. Et avec 4 pick-up Dodge Ram, pour vous donner la taille du véhicule, il n'a pas pu tout sauver, mais il en a déjà récupéré un stock monstrueux, et il fait un catalogue qui donc passe l'annonce dans le Lucasfilm Fan Club. Et là, je récupère des premiers tests, comme le Luke Tenu Hot, qu'on voit là dans son petit sachet, qui est non peint. Donc ça, c'est des tests envoyés de Hong Kong pour vérification à Cincinnati avant de lancer la production de masse. Le Luke qui est toujours à côté, c'est la version peinte pour validation, mais ça qui a été fait à Cincinnati pour test et ensuite envoyé pour validation et lancer la production de masse en Asie. Les photos à côté, ce sont de grandes diapositives qui font 10 cm par 12, qui servaient pour les emballages de figurines quand ils en vendaient par 3 pour des fins de série, des choses comme ça. Et en bas, on voit le Han Solo avec sa tenue Jedi Trench Coat. Ça, c'est une offre promotionnelle qui n'a jamais été diffusée. Elle a été rangée comme ça avec tous les accessoires. Et ils vendaient ça comme une offre spéciale, mais personne ne sait ce que c'est. Donc c'est peut-être un test, quelque chose. En tout cas, on sait qu'elle n'a jamais été distribuée ni aux États-Unis ni ailleurs. Et donc pour moi, c'est exceptionnel de pouvoir tomber comme ça, simplement en écrivant des courriers sur des gens qui ont une telle renommée, qui ont
un vrai lien historique avec Kenner en tout cas. Alors pour les remercier, je me mets à écrire moi-même. Donc là, c'est mes premières tentatives d'écriture en 92, où j'essaye à mon tour de leur expliquer un petit peu ce que c'est que le marché français. Alors là, j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien, j'ai juste une machine à écrire et des décalcomanies le tracette pour essayer de faire lettre par lettre, pour faire propre, pour faire professionnel. Mais bon, ça me prend un temps de dingue. Et je commence par faire des petits dessins. Bon, je ne suis pas Ralph McQuarrie, hein, mais je fais des petits crobards pour avoir l'idée de lancer quel genre de prise de vue je vais pouvoir faire. J'essaye de me mettre dans cette situation-là, et puis donc je leur raconte l'histoire un petit peu du marché français, avec les variantes, puisque les objets sont les mêmes, hein, c'est juste les emballages qui sont différents. Leur montrer un peu ce que c'était en faisant quelques photos, coller sur des photocopies. Et bon, j'ai pas eu plus de succès que ça à l'époque, mais bon, je sais que Steve Denny, mon premier contact, lui était ravi d'avoir ça, mais le manager de Kenner, lui, il était pro-US américain, les emballages français, ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc avec le milieu des années 90, à partir de 94, je vais 2 fois par an en Angleterre pour aussi assouvir ma passion des signatures d'autographes. Et on a cette chance en France finalement d'être à côté de l'Angleterre où tant de choses ont été faites pour la trilogie d'origine. Tous les intérieurs de films ont été tournés à Hill Street dans le nord de Londres. Donc là, le 13 novembre 94, c'est mon premier voyage en Angleterre où je peux rencontrer enfin les acteurs, le staff aussi, les équipes. Donc là, je suis avec Jeremy Bulloch, Peter Mayhew. Et puis cette rencontre pour moi qui était extraordinaire, c'est Stuart et Kay Freeborn qui ont travaillé sur tout ce qui était maquillage, créature. Alors pourquoi c'est si exceptionnel pour moi? Parce que moi, mon métier, je suis dans le design automobile, donc je travaille dans la création. Je suis sculpteur-modeleur. Et rencontrer un gars comme Stuart Freeborn qui vous raconte comment il s'est auto-sculpté pour faire le visage de Yoda, moi je bois du petit lait, je bois ses paroles, c'est un enchantement de pouvoir converser avec cet homme-là qui vous dit comment, avec quel latex il a utilisé pour faire Grido et tout ce qui s'ensuit. Puis Kay Freeborn qui vous raconte qu'elle a collé tous les poils de Chewbacca sur le costume, pratiquement un par un, donc ça reste un souvenir absolument exceptionnel. Au-delà en plus de pouvoir avoir les autographes de chacun. Et sur l'Angleterre, j'ai encore cette anecdote un peu folle, où on est en juin 96, et j'arrive, c'est la première fois que je prends le tunnel sous la Manche, il venait juste d'ouvrir à l'époque, et comme je viens 2 fois par an en Angleterre, les gens commencent à me connaître, et ils me disent, voilà, on a un petit souci, il nous manque quelqu'un pour faire de la figuration. Moi, à l'époque, on partait à 3 avec des copains, on partait la journée, on partait à 4 h du matin de Paris, on prenait soit le ferry, soit le tunnel. On est arrivé à 10 h du matin à l'heure de l'ouverture de la convention pour repartir en fin d'après-midi. On revenait le lendemain matin, le lundi à 4 h. C'était 24 heures de folie. Mais bon, on passait du bon temps, on était plus jeunes aussi, donc la fatigue se faisait moins sentir. Et donc cette année-là, il y a un gars qui n'arrive plus à rentrer dans son costume de soldat impérial. Ils ont l'idée de reconstituer l'attaque du Blockade Runner dans un théâtre devant 2000 personnes, avec sur scène donc Peter Mayhew, Dave Prowse, Jeremy Bulloch, Kenny Baker, et moi je me retrouve au milieu de tout ça. C'était pas prévu, mais ça reste un souvenir de dingue. Et je sais qu'il reste des vidéos de ça, mais malheureusement elles sont pas disponibles. Alors avec la deuxième moitié des années 90, là, d'un seul coup, on commence à reparler de Star Wars. 95, les jouets, Hasbro a re-signé une licence avec Lucasfilm, donc on revoit des jouets arriver. Et on annonce une nouvelle trilogie, c'est bientôt l'heure des 20 ans pour la trilogie d'origine. Et je décide de faire un petit catalogue de vente par correspondance. Et je crée un petit stock parallèle à ma collection qui me permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour continuer à collectionner et de garder ma passion un peu vivace. Alors à l'époque, il n'y a pas Internet, donc il faut s'abonner dans des magazines. Donc c'était La vie du collectionneur, La vie du jouet, Aladdin, où il fallait écrire à la main, et c'était 125 francs à l'époque pour 3 semaines à peine de publication, donc c'était assez laborieux, mais ça m'a permis d'avoir un peu de contact et d'autres personnes sur la France en tout cas, même la Belgique et la Suisse, et j'ai gardé des liens avec certains par rapport à cette époque-là. Et donc ensuite, à partir de 96-2005, là, ça fait presque 10 ans que je collectionne. Donc là, je rentre dans une phase où je répertorie. Je continue toujours un peu d'acheter, mais ma vie professionnelle évolue dans le sens où je voyage énormément. Donc j'ai plus le temps, par exemple, de m'occuper du petit catalogue présenté précédemment. Là, j'achète des Starcase pour commencer à stocker proprement. Et je rachète les dernières pièces les plus compliquées à avoir, comme le Jawa vinyle,
Déjà à l'époque, je l'ai acheté en 99-2000, ça coûtait un bras. Et puis je me suis aussi amusé à fabriquer des meubles sur mesure pour présenter, toujours en escalier, mes personnages. Alors là, c'est plus du carton, là c'est du bois et puis du plexiglas pour toutes les figurines. Et là, voilà, à cette époque-là, je suis bien content, j'ai réussi à réunir un mélange des figurines que j'avais gamin et puis ceux que j'avais achetés la décennie des années 90. Et dans la deuxième partie des années 2000, entre 2005 et 2012, là je fais une sorte de pause avec ma collection. Ça fait déjà presque 15 ans que je collectionne. J'estime avoir récupéré ce que je voulais. J'étais bien satisfait. Donc j'essaye de créer un répertoire coloré, un peu différent d'un simple listing, un Power Excel ou quelque chose comme ça, pour savoir comment je pourrais présenter mon futur livre. Et sans le savoir, là je suis lancé dans les premières bases, dans les premières esquisses de ce qui va être le livre. Et en 2012, c'est l'annonce Disney qui rachète Lucasfilm, qui est le détonateur, qui me fait « Ah, là, je vais faire mon bouquin, cette fois c'est décidé, j'attaque ». Et en même temps, donc, je lance la chaîne Chronique Vintage. C'est-à-dire que là, c'est vraiment à ce moment-là, donc il y a 10 ans, où je me dis « Ok, j'attaque, je me lance dans ce projet un peu fou » et je me rends compte qu'il manque des objets. Si je veux vraiment être exhaustif, c'est-à-dire l'idée c'était vraiment de présenter tous les jouets qu'on voyait dans la trilogie d'origine. Rien de plus, pas de brosse à dents, pas de peluche, pas de choses comme ça. Vraiment les jouets, vaisseaux, figurines et puis tout ce qui était playset et diorama. Donc là, pendant 2-3 ans, je vais sur eBay, je rachète ce qui manque pour compléter le bouquin. Je dessine énormément, je crobarde encore pour faire tout ce qui sera la charte graphique finalement du futur bouquin. Et je me lance dans la photo. J'ai un ami qui me prête des matériels professionnels et je fais à peu près 3500 photos qui serviront de base de données pour la réalisation du bouquin. Et donc en parallèle, je continue à faire des recherches sur l'entreprise Kenner, puisque l'idée du livre, ce n'est pas simplement de présenter un inventaire, mais un peu l'histoire aussi de ce qu'est Kenner, comment ils en sont arrivés là. Et Kenner qui a donc été créé en 1946 par 3 frères, les frères Steiner à Cincinnati. Et pourquoi le nom Kenner? C'est tout simplement le nom de la rue. Ils ne se sont pas posés de questions. Il y a rue Kenner, Kenner Street, allez hop, ça s'appellera Kenner. C'est comme ça que Kenner est né. Et leur premier succès en 1947, c'est un pistolet qui lance des bulles à savon. Et ensuite, ils seront rachetés par General Mills à la fin des années 60. Ils connaîtront quelques autres succès pendant 20 ans. Mais c'est à cette époque-là où Bernard Loomy, qui est aussi une référence dans le jouet, il est quasiment derrière tous les succès du jouet des années 60, 70 et 80, qui prend la tête de Kenner à partir de 69. Et à partir de ce moment-là, chaque année, Kenner va avoir un succès. Pour nous, Européens, le plus connu, c'est 76, L'homme qui valait 3 milliards. Ils deviennent numéro 1, meilleure qualité du jouet et meilleure vente. Ils dépassent Mattel et ils dépassent Hasbro. Et le petit monsieur qui tient un chasseur X avec son t-shirt Kenner bleu s'appelle Jim Swearingen. Et cet homme-là, on lui doit tout, puisque c'est grâce à lui que Kenner a pu avoir la licence avec Fox Lucasfilm pour obtenir tous les jouets que des millions de gamins à travers le monde ont joué à cette époque-là, puisque c'était un fan de science-fiction. Il avait vu THX 1138 de George Lucas, il avait beaucoup aimé ce film-là, et à la fin des 76, début 77, il tombe sur un article dans Starlog, qui est un magazine de référence pour tout ce qui est science-fiction et pop culture, et il voit un nouvel article où on parle de The Star Wars. Et lui, il dit « Ah, si George Lucas fait un nouveau film de science-fiction, moi ça m'intéresse. » Et il demande à son responsable d'Evocoda, qui était donc au design prospectif de Kenner, d'obtenir le dossier de presse et pourquoi pas le script de Star Wars. Il l'obtient, il le lit et il tombe totalement amoureux du projet. Et il retourne voir ses patrons et disait « Il faut qu'on fasse ce projet. Ça, on ne peut pas laisser passer ça. » Et à l'époque, tout le monde le rejette. C'est-à-dire que personne n'a envie de faire du jouet. Pour de la science-fiction encore moins, puisque les standards du jouet à l'époque, c'est une entreprise comme Kenner, ils font tout au début de l'année. C'est-à-dire que janvier, février, c'est là où tous les gros contrats sont signés avec Toys R Us, avec d'autres entreprises, et ce qui fait que quand lui, il arrive avec une nouvelle idée de projet, il fait « Oui, nous, on a déjà tout plié pour 77, Noël, on est prêt, on n'a pas besoin de quelque chose de plus. » Et lui, il insiste lourdement en disant « Il faut qu'on le fasse. » Alors, il le laisse aller à Los Angeles, il assiste au dernier moment où il tourne des effets spéciaux sous fond bleu avec le Faucon Millennium, les chasseurs X qui explosent, tout ça. Et Charles Pincott, qui s'occupait à l'époque pour Lucasfilm de tout ce qui était du marketing, il voit un homme enfin intéressé qui veut faire du jouet, il dit oui, on y va.
il lui file des plans, des photos, et il retourne à Cincinnati avec tout ça, et il commence à faire des maquettes. Et il part sur l'idée des petits personnages de 10 cm en prenant les personnages Fisher-Price, parce que c'est des personnages qui sont donc de 10 cm, pour l'échelle pour les enfants, parce que si on fait des vaisseaux à l'échelle des personnages de 30 cm qui sont le standard du jouet à l'époque, on va voir quoi? C'est des trucs qui font faire... le Faucon Millenium, il va faire 1,50 m, c'est pas gérable. Donc ils partent sur cette échelle-là, et c'est comme ça qu'ils se lancent dans la concession de la gamme, et il est donc à l'initiative de ce succès, des 12 premières figurines, et du chasseur X et le chasseur taille, c'est lui qui les a dessinés et qui les a fait lancer en production à l'époque, quand les premiers jouets sont sortis en 78. Et donc là, c'est mon salon avec un chemin de fer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chemin de fer? Ben, c'est tout simplement le livre, page par page, aux grandes dames de mon épouse qui trouvait ça absolument scandaleux que j'affiche ça dans le salon. Mais ça me permettait à moi de continuer à travailler sur la maquette parce que je n'avais pas vraiment d'autres possibilités. Et surtout, je propose à ce moment-là, on est en 2017, et là je propose le projet à Flammarion qui, eux, veulent le faire. Manque de chance, Disney n'est pas intéressé, pas uniquement parce que le projet leur plaît ou pas, c'est pas du tout ça. C'est qu'il faut une licence cadre. Moi, je connaissais la licence 4, mais la licence 4, moi, je ne connaissais pas. Alors, ça veut dire simplement que quand on approche une entreprise comme Disney, il faut venir avec pas 1, mais 4, 5, 6 projets. La quantité. Si vous n'avez pas de quantité, on ne signe pas. Alors, je vais voir d'autres Hachette Heroes, je vais voir d'autres Hugin Munin aussi, je leur propose, mais là, ils avaient déjà fait des trucs sur Star Wars avec la licence Lucasfilm, Disney, et ils n'étaient pas très chauds pour recommencer. Alors là, je suis un petit peu bloqué. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si je me lance dans l'auto-édition, je ne sais pas faire vraiment de mise en page. Tout ça, c'est des petites maquettes. Il faut donc que je fasse des devis pour que les gens, des graphistes puissent m'aider à faire ça. Et là, les chiffres, ça chiffre très vite et j'y arrive pas. Alors je me dis, qu'est-ce que je peux faire que moi, je peux contrôler tout seul? Bah, c'est la création des vidéos. Et c'est là que me vient l'idée de dire, voilà, puisqu'il me faut du temps pour trouver des gens pour finaliser la maquette du livre, je vais faire entre-temps, en parallèle, mes petites vidéos, et comme ça, je pourrais les intégrer. C'est-à-dire chaque image, chaque vaisseau et playset, par exemple, aura un QR code correspondant pour que le lecteur, le futur lecteur à l'époque, puisse découvrir le jouet statique, de façon traditionnelle dans le livre, et ensuite la vidéo raccordée grâce au QR code. Là, je vais vous montrer un petit peu le travail que m'a représenté les 3 ans simplement à faire les 160 vidéos. Donc là, je pars un peu du principe du storyboard, je dessine beaucoup. Ensuite, je refais donc un nouveau petit studio différent de celui que j'avais fait pour la photo, avec un fond bleu. Et là, je commence à filmer. Et là, oui, il y a à peu près 3 ans de boulot parce que je l'ai fait en français et en anglais. Je l'ai fait en 2 langues. Alors là, c'est un petit peu trié parce que l'Acrido, j'ai pas réussi à le faire du premier coup. Il voulait pas tomber. Il voulait pas qu'on lui tire dessus. Et là, celui-là, il a failli tomber. Il a fait une petite frayeur, mais bon, je l'ai récupéré juste à temps. Donc ensuite, je me présente devant les objets. Alors, je fais des scènes sur fond vert pour intégrer ensuite les images faites au préalable. Je fais la voix off en anglais et en français. Tout ça ensuite à rajouter dans le banc de montage. Et ensuite, donc j'alimentais pratiquement 2 vidéos par semaine le week-end. Et je présentais comme ça l'ensemble des jouets année après année, 78 jusqu'à 1985. On s'amuse. Hein. Et donc là, on arrive en 2020. Il y a le Covid qui passe par là. Donc moi qui travaille beaucoup en Allemagne, qui fait énormément d'allers-retours entre la France et l'Allemagne, où je suis tout le temps dans les avions, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. Je suis bloqué. Alors qu'est-ce que je fais? Comment je peux optimiser ce temps-là? Alors je retourne à l'école, parce que je décide de faire moi-même la mise en page. Et pendant 9 mois, je vais faire du web design, je vais faire du print avec mon projet. Donc je peux comme ça finaliser, perfectionner mes connaissances avec les outils qui me sont nécessaires pour faire ma mise en page. Et la maquette, j'ai réussi à la faire. Grâce à, finalement, à retourner à l'école, même à 50 ans, c'est pas évident, mais on a quand même réussi à faire quelque chose. Et ensuite, la dernière étape, il faut imprimer le bouquin. Et pour l'imprimer, il faut des sous. Et donc là, je me lance dans l'opération du Kickstarter. Tout ça, c'est totalement nouveau. Je n'ai aucune connaissance et je vais à tâtons. Et l'été 2021, donc je lance l'opération du Kickstarter
en espérant que le livre soit disponible à l'automne, voire au plus tard, décembre 2021 pour Noël. Et là, les gens me suivent. J'ai à peu près 225 contributeurs qui mettent la main à la poche et qui font que ça y est, le livre va enfin être lancé. Et quand je reçois les sous, je reçois une grande responsabilité, parce qu'on me confie ça à moi, et en même temps, je me dis, ça y est, ce livre que je rêve depuis tant d'années, il va enfin voir le jour. Ça y est, on y est. Et malgré tout, les idées de créer le bouquin, la mise en page, la charte graphique, acheter la collection pendant 40 ans, le plus dur reste devant moi, c'est-à-dire la gestion avec l'imprimeur. Là, ça devient très compliqué parce qu'on est toujours en période de Covid. Il y a beaucoup de retard sur les livraisons de matières premières qui viennent de Chine. Les containers, on passe de 1 500 € le container à 12 000. Donc ça commence à être compliqué. Et malheureusement, le livre qui devait donc arriver sous le sapin en 2021 arrivera avec les cloches de Pâques en 2022. Mais on est quand même content. Le jour où les 100 premiers bouquins sont enfin livrés chez moi. Donc là, c'est évidemment voulu immortaliser ça en vidéo. L'arrivage des 100 premiers livres. Là, on n'y croyait plus, mais d'un seul coup, on n'a jamais été aussi proche de toucher le bouquin. Donc 2012-2022, là, j'ouvre les premiers cartons en faisant très attention de ne pas rayer le premier bouquin. Et là, c'est le premier contact véritable avec la matière. Et donc ça, évidemment, c'est un peu émouvant de revoir ça, cette vidéo qui a été filmée l'année dernière. Avec, voilà, c'est l'objet concret. Il est là, il est fait, il est disponible. On a un peu du mal à y croire, mais il existe. Et donc voilà, je présente tous ces petites merveilles dans ces 240 pages. 1,6 kg, beau bébé. Mais voilà, maintenant il existe. Et on fait le test des QR codes et ça fonctionne ouf, heureusement. C'est-à-dire que c'est la bonne vidéo qui correspond au bon code. Ils sont là. Et on est bien content de voir les premiers stocks arriver. C'est génial. Et donc après ça, depuis le mois de septembre, je fais aussi mes premiers pas dans des conventions. Donc ma première convention, elle est en Allemagne, à côté de Nuremberg. Et là aussi, c'est chargé d'émotions puisque je rencontre en vrai Jim Strangen et on est côte à côte pendant 3 jours. Et ce qui est formidable, c'est que les gens qui m'achetaient le livre me demandaient de signer l'autographe et ensuite passer au stand juste à côté de moi et demander à Jim de le signer aussi sur sa photo, puisqu'il m'a laissé raconter son histoire dans le bouquin. Il y a une photo de lui, il lui demandait de signer dessus. Et même Dark Vador, il a approuvé le bouquin, donc c'est peut-être bon signe finalement. Voilà cette petite histoire. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. À collectionner à vrai dire, non, plus maintenant, parce que j'ai tellement amassé de trucs. Moi, je me considère comme verni. J'ai eu cette chance à une époque où j'ai commencé vraiment à collectionner, c'était au début des années 90, où personne n'était intéressé par ça. Mais aux États-Unis, l'effervescence était toujours là, mais on pouvait encore se faire plaisir et récupérer les objets dans un état raide de neuf, pour des sommes encore raisonnables. Ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Il y a énormément de pièces de collection qui maintenant sont dans des... c'est pour des musées, quoi, quelque part, ou pour des investisseurs, ça commence à coûter assez cher. Donc j'ai eu cette chance-là de m'intéresser à un moment où on pouvait récupérer les objets encore assez facilement par correspondance, même s'il n'y avait pas eBay, même s'il n'y avait pas Internet. On pouvait, en écrivant donc à tous ces gars-là, il fallait un petit peu patient, il fallait faire des mandats à l'époque parce qu'on ne pouvait pas faire de transfert avec la carte bleue, mais bon, c'est comme ça que j'ai réussi à faire 80% de ma collection. Ils ont plutôt un regard agréable. Donc c'est le retour que j'ai aujourd'hui, c'est que tous les bouquins que j'ai vendus aux États-Unis, j'ai pas un seul mauvais retour. J'ai même des retours dithyrambiques qui sont vouloir me vanter. Et ça m'étonne parce qu'aux États-Unis, il y a déjà énormément de livres qui ont été faits. Moi, j'y arrive comme ça, petit français, je ne m'attendais pas. Et pendant le Kickstarter, Steve Sansweet, qui est l'un des plus grands collectionneurs, m'a même acheté un livre. Donc je me dis que Steve Sansweet achète un de mes bouquins, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Et donc ça, oui, pour moi, c'est assez incroyable d'avoir des Américains derrière moi. Parce qu'au début, je voulais le faire qu'en français. Je ne pensais pas vraiment le faire en anglais parce que je voulais raconter l'histoire de Kenner pour les Français, pour présenter la gamme Kenner intégrale qui est différente de celle qui a été diffusée sur le marché français. Donc c'était l'idée de base. Et finalement, je l'ai écrit en anglais aussi parce que
les Américains, des Australiens aussi. J'ai beaucoup d'Australiens qui ont acheté mon bouquin, et en Angleterre, au Royaume-Uni, énormément. Donc ça marche aussi de ce côté-là. Ah, ça, moi, je la trouve plutôt intéressante parce que moi, ça me fait drôle de revoir les anciens, ce qu'on appelle la vintage collection, donc les mêmes figurines qui a 40 ans, 45 ans dans les rayons, parce que ça me replonge évidemment dans mes souvenirs de gamin. Et même les nouveautés, 6 pouces, c'est quand même au niveau sculpture, au niveau définition, Hasbro fait très fort, je trouve. Je ne travaille pas pour Hasbro, mais je trouve vraiment très sympa le travail qu'ils font depuis quelques années sur la vintage collection. Pas encore. J'irai après. On ira faire un petit tour. Voilà, donc si certaines personnes sont intéressées pour acquérir un des derniers exemplaires, parce que sur les 1500 que j'ai fait fabriquer, aujourd'hui, là, il m'en reste une quinzaine sur mon stand, sur l'allée des artistes, sous la tente Alderan. Table numéro 12, si vous voulez vous faire plaisir. C'est le moment. Oui. Oui, c'est une volonté, entre guillemets, de la part de Miro Mécano de ne pas croire au projet, finalement. Ça a bien commencé de 78 à 80, et là, quand ça devient Miro Mécano, il y a un changement de direction, et là, les gens de chez Mécano ne croient pas au projet Star Wars, ce qui est complètement fou, parce qu'on est à l'époque de l'Empire contre-attaque, ça marche du feu de Dieu, on trouve les jouets partout, et ils se réveilleront trop tard, quelque part. Ils vont se réveiller à l'époque du retour du Jedi. On sent un prémisse en 82, mais il manque énormément de jouets entre 80 et 82. Si vous voulez compléter votre collection, il faut aller en Angleterre, en Belgique, principalement. Moi, c'est comme ça. J'ai cette anecdote pour mes 10 ans en 81. Ma marraine qui avait une amie qui vivait à Bruxelles, où il y avait des faucons Millennium absolument partout. En France, impossible de l'avoir, alors qu'il avait été présenté au Salon du Jouet janvier 80. Donc il était là, il était présent, mais il n'était pas importé. Et c'est qu'à partir de 1983, où on voit vraiment le Faucon Millennium en vente de masse sur la France, mais pas avant. Avant, il y a quelques petites tentatives, fin 82, des choses comme ça. Mais c'est vraiment avec la sortie du Retour du Jedi et les emballages multilingues qu'on appelle 3 logos à partir de 84, quand le marché européen se développe. Là, on sent un engouement, mais le paradoxe français, c'est que finalement, il n'y aura jamais eu autant de jouets qu'au moment où il n'y avait plus de films en salle. 84, 85, 86, il y en a partout, mais il n'y a plus de films. Non, il y en a 3 qui n'ont jamais été distribués. C'est la 3e vague de figurines pour l'Empire contre-attaque. Donc celle de 1982, c'est un chasseur de primes, Forlom, le Bespin Guard Black et le pilote de bipode. Voilà, ces 3 figurines-là, jamais distribuées sur le marché français. Hélas. Mais c'est comme ça fait partie des petites histoires de Mécano et de la France. Il y a d'autres idées. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que je ne serai pas tout seul à le faire. Mais oui, il y a d'autres projets en cours. On va essayer de... Ça aboutisse, j'espère que ça ne mettra pas 10 ans comme celui-là. Mais oui, il y a d'autres idées dans les cartons. On espère que ça aboutira comme celui-là, en tout cas. Bon, écoutez, sinon, je vous dis merci bien de m'avoir écouté, déjà. Merci de votre présence, et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.